Bonjour, au cours de cette édition, nous vous dirons deux mots du remaniement ministériel en Tchécoslovaquie, dernier épisode du printemps de Prague. Nous évoquerons le retour en Grande-Bretagne du Premier ministre, M. Harold Wilson, après les 48 heures qu'il vient de passer à Washington. Nous ferons le point de la situation à Nanterre, où les examens de deuxième année de droit civil n'ont pas eu lieu ce matin. Nous vous parlerons également de la situation dans les compagnies aériennes, une affaire que nous suivons, vous le savez déjà, depuis quelques jours. Jean-Pierre Kittard, tout d'abord, la Tchécoslovaquie. Eh bien, c'est une nouvelle épuration qui marque en fait la fin officielle du printemps de Prague. Après Joseph Smerkovski et Alexander Dubček, M. Cerny quitte à son tour les instances dirigeantes du parti et du gouvernement tchécoslovaque. Il est remplacé au poste de Premier ministre par M. Strugal. M. Strugal est à gauche sur cette photo et M. Cerny, l'ancien Premier ministre, est à droite. D'autres personnalités du printemps de Prague disparaissent également de la scène politique. C'est le cas de M. Polacek, l'ancien président du Conseil des syndicats tchécoslovaques, et de M. Sadovski, l'ancien premier secrétaire du Parti communiste slovaque. Tous ces remaniements écartent du gouvernement et du parti, je vous l'ai dit, les dernières personnalités libérales ou modérées qui avaient eu des liens avec l'équipe libérale de M. Dubček pendant le printemps de Prague. Bien, M. Harold Wilson est rentré en Grande-Bretagne. Vous savez qu'il a passé 48 heures à Washington et nous espérons qu'il va mieux. En effet, il s'est blessé peu avant la conférence de presse qu'il donnait à l'ambassade de Grande-Bretagne, et la dépêche nous dit qu'il s'est fait mal aux côtes, qu'il a eu une lèvre fendue et qu'il s'est blessé au poignet. J'espère qu'il n'en reste rien, mais nous allons maintenant retrouver M. Harold Wilson avec le président Nixon. Privilège insigne, M. Wilson, Premier ministre anglais, était hier invité à assister à la réunion du Conseil national de sécurité des États-Unis, conseil dont les délibérations restent généralement secrètes. L'honneur ainsi fait à M. Wilson marquait l'apogée d'une visite de 48 heures au cours de laquelle le Premier ministre de Grande-Bretagne et le président Nixon ont passé en revue les problèmes de l'heure. Le plus disert en public a été M. Wilson. Il a donc évoqué tous les grands problèmes. Le marché commun européen. L'entrée de la Grande-Bretagne, dit-il, donnera à l'unité européenne une forme plus réaliste. Proche-Orient, ne pas livrer d'armes si ces livraisons altèrent l'équilibre des forces. Une conférence sur la sécurité européenne, telle que l'envisagent les soviétiques, n'aurait de raison d'être que si tous les pays intéressés y prenaient part. Toute réduction des forces occidentales en Europe devrait avoir pour contrepartie une réduction équivalente des forces de l'autre côté. Il n'y a pas eu de communiqué final, ce fut en somme une rencontre d'amis. D'autres informations internationales en bref maintenant. Au Vietnam, pour la première fois depuis l'arrêt des bombardements au nord du 17e parallèle, 3 avions américains ont été abattus et plusieurs autres endommagés au-dessus du Nord-Vietnam, c'est ce qu'annonce Radio Hanoï. En outre, des chasseurs nord-vietnamiens ont abattu un hélicoptère de secours qui recherchait les membres d'un bombardier américain abattu par la DCA nord-vietnamienne. Oui, je pense que, petite parenthèse, la 52e séance sur le Vietnam se réunit aujourd'hui à Paris et je pense que ce sera en fait un bilan qui va être établi. Alors, d'autres informations en Irlande. Les troupes britanniques sont toujours en état d'alerte et elles ont dû mettre hier soir baïonnettes au canon pour empêcher des extrémistes protestants de pénétrer en force dans le quartier catholique de Belfast. Tension également en Italie où hier soir des échauffourées ont mis aux prises les étudiants et les forces de l'ordre, bilan une trentaine de blessés. Au Moyen-Orient, intense activité diplomatique au Caire, tandis que sur le plan militaire, l'aviation israélienne lançait de nouveaux raids contre des bases de Fedaïn en Jordanie. Et puis, une dépêche de dernière minute qui nous apprend que les vols de secours du Comité international de la Croix-Rouge entre le Dahomey et le Nigeria sont suspendus. Oui, alors maintenant, venons-en à la France. En France, où la situation à Nanterre était un peu orageuse ce matin. La faculté de Nanterre est fermée depuis la fin de la matinée. C'est une décision du doyen. Elle est fermée donc jusqu'à demain. Les forces de police sont intervenues en fin de matinée sur le campus. Il y a eu d'ailleurs ce matin, à l'occasion des examens qui ne se sont pas déroulés d'ailleurs, des heurts entre des étudiants d'extrême gauche et des étudiants d'extrême droite. Mais le fait important, c'est que la faculté de Nanterre est fermée pour 24 heures. Un attentat à Paris ce matin, mais pour de toute autre raison que la contestation estudiantine. Cet attentat à la bombe a été commis contre les bureaux d'un important agent immobilier parisien situé au 132 du boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement. Vers 2 heures du matin, une explosion s'est produite faisant voler en éclats de nombreuses vitrines de magasins, les fenêtres d'appartements et de bureaux situés aux alentours. Un petit engin avait été déposé sur le trottoir devant les bureaux. Une enquête est ouverte pour déterminer s'il s'agit d'un acte politique ou d'une vengeance personnelle. D'autre part, un autre engin explosif a été découvert ce matin devant une banque parisienne, mais on a pu le désamorcer avant qu'il n'explose.
Nous le faisons depuis quelques jours déjà, mais c'est nécessaire de le refaire tous les jours, le point dans la situation des compagnies aériennes. Alors aujourd'hui, grève des hôtesses et des stewards de la compagnie Air Inter et de l'UTA. La direction d'Air Inter assure que tous ces vols seront quand même maintenus. Demain, grève à Air France, et une grève qui est un petit peu en marge de cette grève du personnel navigant commercial, une grève du zèle de la part des officiers de la tour de contrôle d'Orly qui, depuis hier soir 19h et jusqu'à ce soir 22h, s'en tiennent à une application stricte des règlements, c'est le terme même de leur communiqué. Bien, d'autres hôtesses maintenant, hôtesses d'Air France également, ne sont pas contentes, mais pour de toute autre raison. Orly, des avions pour tous les pays, des uniformes pour toutes les compagnies. Si les hôtesses de l'air revendiquent pour le nouveau certificat de sécurité et de sauvetage, certaines hôtesses au sol, elles, ont décidé de contester et de se battre pour leur uniforme. Il souffle chez les hôtesses d'accueil d'Air France comme un vent de révolte. Qu'en est-il exactement et sur quoi portent leurs revendications? Nous allons le savoir. On nous a fait traîner, ce qu'ils appellent traîner l'année dernière, des anciennes uniformes. Les nouvelles hôtesses qui ont été engagées ont dû porter des uniformes qui avaient servi les années précédentes aux hôtesses navigantes et aux hôtesses qui travaillaient déjà au sol. Et cette année encore, nous avons les uniformes qui ont été refusés. On devra reporter les mêmes. Ils sont usés et dépassés, si je comprends bien. Oui, ils sont passés, ils sont démodés. Et enfin, il est vraiment temps d'avoir quelque chose de nouveau, surtout que la plupart des compagnies ont fait un effort dans ce sens. Alors comment expliquez-vous cet état de fait? Je ne sais pas, je pense que la direction ne s'occupe pas suffisamment des hôtesses au sol et de l'image de marque qu'elles peuvent représenter auprès de la compagnie. Est-ce que vous êtes rentré en relation avec la direction? Oh, absolument, oui. Nous avons demandé et revendiqué auprès de la direction et ça n'a été voté que pour le budget de 1971, c'est-à-dire encore un été avec les mêmes robes. Alors qu'allez-vous faire? Nous avons fait d'abord, nous sommes en train de faire circuler une pétition dans tous les services pour que la direction se rende compte que toutes les hôtesses sont vraiment mécontentes de ces uniformes et on espère que la direction comprendra. Vous êtes au courant? Vous êtes d'accord? Je ne savais pas qu'il y avait un nouvel uniforme de prévu et de toute façon je trouve que pour l'instant il y a des problèmes plus immédiats que l'uniforme. Pas sûr de m'en donner un nouveau, je veux bien. Que pensez-vous du costume des hôtesses au sol? J'estime que le costume des hôtesses au sol est très bien, qu'il n'a pas besoin d'être changé, qu'elles sont très bien comme ça, Très classique. très classiques. Oui, je ne trouve pas que si c'était plus moderne, ça n'irait pas. Pensez-vous que l'uniforme des hôtesses d'accueil est dépassé? Oui, par rapport à l'uniforme d'Air France en navigante, il est dépassé, mais par rapport aux autres compagnies aussi, à l'enceinte de l'aéroport. Mais je trouve que l'uniforme personnellement du sol Air France est très classique, a beaucoup de chic, et c'est dommage, si vous voulez, de l'avoir abandonné. Voilà, c'est un problème épineux. Vous voyez que la vie des hommes est toujours le même et finalement beaucoup plus conservateur que celui des femmes. Maintenant, je voudrais m'adresser aux Parisiens et également aux habitants de banlieue. N'oubliez pas qu'à partir de dimanche 1er février, les tarifs de la RATP vont augmenter. Alors regardez bien ces petits billets et cette carte hebdomadaire. Le billet de deuxième classe combiné métro-bus passe de 60 à 70 centimes. Le billet de première classe de 90 centimes à 1 franc 5. La carte hebdomadaire de 4 francs 80 à 5 francs 60 et la carte à tarif réduit étudiant de 3 francs 60 à 4 francs 20. Nous vous annonce cette nouvelle bien sûr un petit peu plus tôt, simplement parce que vous allez prendre vos cartes hebdomadaires en fin de semaine, alors ne soyez pas surpris par cette augmentation de tarifs. Dans les lignes de banlieue, les tarifs SNCF seront d'ailleurs alignés aux tarifs de la RATP. L'Armée du Salut, elle, continue ses raids pour la défense de la morale et de la vertu. C'était hier aux environs de la Porte Saint-Martin. Seconde manifestation en 3 jours, l'Armée du Salut poursuit sa campagne contre l'érotisme. Hier soir, 150 salutistes en uniforme brandissant des pancartes se sont rendus de la République à Richelieu-de-Rouen. Pas d'incident le long de ce parcours, tout du moins jusqu'à l'arrivée du cortège devant le théâtre maudit des salutistes où se joue la comédie musicale Air.
Là, une centaine de jeunes gens dont les chansons et les pancartes ne cachaient rien de leurs intentions les attendent. Ce fut la seule contestation de cette marche silencieuse. Les manifestants se sont dispersés vers 21h30. Il faut bien dire que la sexualité revêt des aspects plus sérieux sur lesquels il est nécessaire de donner des informations précises. Vous savez que certaines pilules anticonceptionnelles sont actuellement critiquées aux États-Unis, en Grande-Bretagne et même en France. Alors pour vous, François de Closet a demandé au docteur Pierre Simon de faire le point. Les récentes expériences qui ont été poursuivies aux États-Unis sur les effets des pilules contraceptives, effets sur les animaux et dont les résultats sont d'ailleurs contradictoires, ont évidemment suscité beaucoup d'intérêt, parfois même de l'inquiétude en France. Et nous sommes venus voir le docteur Pierre Simon, qui est un expert dans ce domaine. Et tout d'abord, docteur, je voudrais vous demander si vous êtes inquiet et si vous pensez que c'était une mesure indispensable de retirer de la vente certaines pilules qui ont été incriminées aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit une mesure indispensable, pour l'instant tout au moins, puisque nous ne connaissons pas dans la réalité les protocoles expérimentaux qui ont présidé à ce retrait. Il semble qu'il s'agisse là plutôt de manœuvres psychologiques de la part des fabricants, et en particulier les Français se sont alignés sur leurs collègues américains et anglais. Si bien qu'en définitive, c'est plutôt une mesure d'expectative qu'une mesure de prudence. Mais vous, praticiens, vous avez à l'heure actuelle des listes de produits contraceptifs autorisés. Oui, nous avons à notre disposition ce que le Conseil de l'Ordre a publié, qui sont inscrits dans le cadre même de la loi Neuwirth, et qui prévoit d'ailleurs, comme toute réglementation, à ce que nous sachions, une révision annuelle. Par conséquent, pour l'instant, nous nous cantonnons dans la prescription à ce qui y figure, et nous agirons de même lorsque cette révision annuelle sera à nouveau réalisée. Et en tant que clinicien, quel conseil donnez-vous aux patientes qui souhaitent subir un traitement contraceptif? Nous donnons le conseil qui est celui que tout médecin doit donner à sa patiente, car la pilule est un médicament. Il faut que les praticiens et les patientes ne le perdent jamais de vue, et que comme tout médicament, et en particulier hormonal, il est astreint d'abord à la prescription médicale, et deuxièmement à la rythmicité, c'est-à-dire biannuellement, la patiente doit se faire examiner afin que le praticien détermine la nature et la quantité de médicaments que la patiente doit prendre. C'est une règle de médecine. Donc la pilule ne doit être prise que sur autorisation et sur contrôle médical. Absolument. C'est une loi formelle à laquelle il ne doit y avoir aucune dérogation. Spectacle, la Callas était hier à l'Opéra, la vedette sur l'écran et dans la salle du Médée de Pasolini, une première à laquelle assistait Madame Pompidou. La Callas assistait à la première du film de Pasolini, Médée, dont elle est l'une des interprètes. Pour une fois, elle était dans la salle et non sur la scène. Et si dans la mythologie Médée assassine ses enfants, hier soir Médée se rachetait puisque le gala était organisé au profit de la recherche médicale française. La diva portait une robe bleu nuit rehaussée de brillants d'une valeur de 5 millions de francs. L'arrivée de la Callas a été saluée par des ovations prolongées jusqu'à l'arrivée de Madame Pompidou. Je vais vous montrer maintenant une photographie de Arthur Ashe. Le voici. Arthur Ashe, le grand joueur de Coupe Davis américain qui devait se rendre en mars à Johannesburg pour y disputer les championnats internationaux Open, ne pourra obtenir le visa. Celui-ci vient de lui être refusé par les autorités sud-africaines. Ce n'est pas parce qu'il est de couleur noire que Ashe a été jugé indésirable, mais parce qu'il a porté publiquement un certain nombre de critiques à l'égard de la politique d'apartheid. Par cette décision, en tout cas, l'Afrique du Sud s'est pratiquement exclue de la Coupe Davis. Venons-en à notre rubrique de vie moderne. Vous savez, Anne révèle qu'il y a quelques jours, dans une édition d'Information Première à 19h45, un psychiatre, parlant des jeunes, a dit qu'il fallait les laisser se défouler, laisser libérer
leur agressivité. Je crois qu'il va être ravi quand il va voir le film qu'on va présenter tout de suite, car les enfants que vous allez voir ont tous entre 4 et 10 ans. Les animateurs ont entre 25 et 30 ans, et leur grand principe, c'est de laisser les enfants libres. Mais une liberté bien encadrée, comme vous allez le voir tout de suite. Moniman, Louis Thierry, vous êtes tous les deux des peintres, mais en plus vous avez une autre qualité, c'est d'être d'abord jeune et en plus de vous occuper d'encore plus jeunes. Je pense que la qualité d'animateur est une chose bien difficile quand il s'agit d'enfants. Et comment ça se passe? On a remarqué, enfin beaucoup de gens l'ont remarqué, que les premières années étaient les années peut-être les plus importantes de la vie, c'est ça qui conditionne toute la vie d'un homme et d'une femme. Tout le monde le sait et peu de gens en tiennent compte. Votre rôle, en fait, c'est de leur éveiller l'imagination. Et ils font tout. Je sais, enfin, Moniman fait par exemple des marionnettes. Elle leur apprend aussi à peindre. Et vous êtes un peu, enfin, vous coordonnez un peu tout ça. Et les animateurs, leur rôle, c'est d'être des techniciens. On leur apprend ce que l'on peut faire avec un instrument, mais on leur apprend pas à créer une musique. En effet, Moniman, Louis Thierry et leurs amis animateurs ont un grand principe. Laisser les enfants en liberté. Ils sont là, eux, les grands, simplement pour donner aux plus jeunes les moyens de s'exprimer, la possibilité de parler, de créer, de bien regarder ce qui les entoure, à voir la vie, les autres, à s'aider, à s'aimer. Oh, c'est très gentil pour moi. Venez, il y a une table. Monsieur le bijoutier, monsieur le bijoutier, on vous appelle bijoutier. Et alors ça se passe le jeudi, entre quelle heure et quelle heure vous les avez? Il y a deux vacations, une à 1h30, qui dure jusqu'à 4h, oui. Et une autre de 4h jusqu'à 6h30. Ah, tiens, Isabelle. Bon, attention, tiens bien pour pas qu'il se sauve. Hein. Alors, il était une fois, dans 2000 ans ou dans 3000 ans, qu'il y avait dans l'espace très 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 loin une île, une planète, et sur cette île il y avait des habitants. Ah oui, et où vivaient ces habitants, Valérie? Ils vivaient dans une petite ville, et puis à côté de cette ville il y avait un très grand volcan. Les enfants viennent d'imaginer une histoire, ils vont l'illustrer maintenant dans un dessin collectif. Et puis après, elle tournait en rond, et puis elle faisait comme une danse, et c'était la fête. Donc, un homme... Eh bien, je pense que nous pourrons peut-être un jour demander à ces enfants ce qu'ils pensent du monde des adultes que nous tentons de nous expliquer à nous-mêmes. Eh bien, nous le ferons peut-être une autre fois. Aujourd'hui, je vous dis au revoir et à ce soir.